et bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver dans votre matinale Bonjour d'Algérie. Ce matin, nous commencerons par partir vers Tipaza. Nous recevrons Youssef Baguigui, il est le directeur de transfert de projet de Kef Dir à Tipaza. Il nous dira tout sur ce projet colossal. Nous parlerons ensuite de diététique. Nous recevrons un passionné donc, de ce domaine. Ça sera Toufir Mezari. Il sera là pour nous dire tout sur les bienfaits du jeûne intermittent. Nous irons ensuite au théâtre pour découvrir donc une pièce de théâtre qui se déroulera jeudi donc au TNA. Le titre c'est alors ça se passe à Grenade et Yassine Kouar donc il est metteur en scène et Nadia Issaoui elle est comédienne et assistante du metteur en scène. Ils nous parleront donc de cette pièce de théâtre. Nous resterons toujours dans l'art, mais cette fois-ci, nous recevrons Tahar Tazrout. Donc, il est artiste. Nous découvrirons ensemble son art. Vous verrez, c'est très, très particulier et ça sort réellement du commun. Et nous finirons avec du sport, un sport aussi pas très très commun aussi, donc c'est le beach tennis. Et nous recevrons Lydia Bilama, voilà. Donc elle est la championne donc, de l'équipe nationale de cette discipline. Voilà donc pour cette matinée et bien entendu Emma Laribi est déjà là pour nous donner les nouvelles du ciel. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Emma Laribi, bonjour. Bonjour Mariam. Très heureuse de te retrouver ce matin. Ça va? Il fait chaud. Oui. Il fait trop chaud pour un mois de janvier. Exactement, oui, Ah. oui, oui. Et même le temps, hein. Oui, le temps, même les arbres ont commencé à fleurir, c'est quand même assez, alarmant, assez étrange pour moi. Oui, oui, c'est Voilà. alarmant. Ouais. Allez, dis-nous tout sur le temps d'aujourd'hui, Emel. Merci Mariam. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, le facteur le plus important, c'est toujours le brouillard qui risque d'être persistant sur les régions côtières de l'ouest et le centre du pays durant cette journée. Puis le ciel restera dégagé, un peu nuageux vers les régions de l'est. Par contre, vers la moitié sud, eh bien, excepté de la brume en matinée sur les oasis partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, l'extrême sud, le Sahara central, le Égard, le Tassili, également le Sahara oriental. Mais à noter des vents parfois forts vers le Sahara central et l'extrême sud qui peuvent engendrer des soulèvements de sable. Les températures, eh bien, par rapport à hier, on remarquera une petite baisse avec toutefois un minimum de 14 degrés du côté de Djelfa, 15 à Al-Bayod, 16 degrés Constantine, Sétif, 17 degrés à Tiaret, également à Naba, 18 degrés Tizi Ouzou, Alger, Oran, Tlemcen, 19 degrés du côté de Biskra et Béchar, 18 à Gardaya, 25 Tindou, 27 Insalah, également Ingzam, 22 Tamanrasset et Janet et enfin 29 degrés le maximum à Borj Beji Mukhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera plutôt calme sur les côtes, un peu agitée sur les côtes ouest, agitée sur les côtes centre et est, des vents faibles vers les côtes ouest 10 à 20 km/h et les vents seront variables et 10 à 30 km/h sur les côtes centre et est et les vents seront de secteur est à sud-est. Et bien sûr, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h11. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. Et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. Donc, on te retrouve à midi et à 19h. Merci beaucoup. Et on continue et on commence toujours, comme d'habitude, Bonjour d'Algérie avec une chanson.
Notre plateau et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir Youssef Baguigui. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie et merci pour l'invitation. On vous remercie d'être là ce matin. Donc vous êtes le directeur de transfert du projet de Kefdine à Tipaza. Donc un projet colossal qui a démarré en 2022. Quel est exactement, on va dire, le but de ce projet-là? Oui, donc initialement le projet de transfert de Kefdir, c'est un projet d'envergure nationale et régionale. Donc il va alimenter 3 wilayas en eau potable, donc à savoir Tipaza, Chlef et Ain Defla. Donc pour un volume annuel de 35 millions de mètres cubes pour la wilaya de Tipaza par an. Et donc pour la wilaya de Chlef, c'est 8 millions. Pour la wilaya de Ain Defla, c'est 7,5 millions de mètres cubes par an. Donc actuellement, les travaux sont démarrés sur la branche Tipaza. Et donc le novembre de l'année 2023, donc il y avait déjà une mise en service pour alimenter 3 communes comme première phase. Donc ces 3 communes sont déjà alimentées, donc une alimentation quotidienne pour les 3 communes, pour un volume quotidien de 20 000 mètres cubes par jour pour les besoins hivernaux de ces 3 communes. Et donc ce volume sera augmenté pour la saison estivale. Quel était le problème principal de ces communes et de ces wilayas? Et surtout Tipaza. Oui, donc il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est donc l'abaissement du niveau de la nappe. Donc il y a le problème d'intrusion marine dans les forages. Donc la salinité de l'eau. Donc la salinité pour une période après la saison estivale, et ça c'est un phénomène mondial sur les forages qui sont installés sur le littoral. Et donc il y a le problème de perturbation, donc il y a une alimentation mais elle n'est pas quotidienne. Donc ce projet donc il va contribuer à l'alimentation régulière et continue de la population des communes ouest de la wilaya de Tipaza. Eh bien pour ça, je vous propose de suivre avec nous un sujet de Feria El Hamdi, c'est gros plan, donc sur le barrage de Kefdir. On regarde et on revient juste après. Les derniers épisodes de pluie qu'a enregistré l'Algérie ont permis de remonter sensiblement le niveau des barrages en Algérie. Une nette amélioration est remarquée au niveau du remplissage de ces barrages, alors qu'ils étaient presque secs il y a quelques mois. Nous nous sommes rendus à Demous, à 72 km à l'ouest du chef-lieu de la wilaya de Tipaza, au barrage Kefdir, un important ouvrage hydraulique qui permet l'irrigation de 3 wilayas, à savoir Tipaza, Ain Defla et Chlef. Le barrage est destiné à satisfaire les besoins de la région en eau potable et en eau d'irrigation. La capacité du barrage est de 125 millions de mètres cubes. La capacité actuelle est de 104 millions de mètres cubes, qui représente un taux de remplissage de 85%. On va citer que cette année, on a reçu un apport de 3 millions de mètres cubes. Kefdir, c'est un projet bien sûr d'envergure nationale et régionale qui va alimenter d'une façon directe 3 wilayas qui sont Chlef, Ain Defla et Tipaza par un volume quotidien de 210 000 mètres cubes jour répartis 140 000 mètres cubes pour Tipaza et 70 000 pour les 2 wilayas Ain Defla et Chlef. Et d'une façon indirecte, donc, il va contribuer pour le projet de la station de dessalement Foka 2. Il sera dédié pour les 2 wilayas Alger et Blida. Ce projet est doté d'un caractère régional et stratégique indéniable, vu qu'il permettra également l'alimentation de ces communes, parallèlement à l'exploitation d'un volume d'eau considérable pour l'irrigation de terres agricoles au niveau de 3 wilayas. L'arrivée de l'eau de barrage, il va passer par le bassin de préoxydation
et après il va passer par un traitement primaire dont il y a la coagulation et la floculation et la décantation lamillaire. Et après cette eau, elle va rentrer dans des filtres. Ces filtres sont par une filtration en sable. Après, il y aura une désinfection finale de l'eau filtrée qui va être stockée dans un réservoir de 35 000 m3 qui sera après refoulé par la station de pompage mère principale. Un projet à vocation régionale qui couvrira aussi les besoins de 58 localités rurales. C'était un reportage de Friel Hamdi. Donc, comme on a pu le voir, le taux de remplissage est très important pour cette année. Oui, pour le moment actuel, donc, on a enregistré une précipitation moyenne, donc un volume de 3 millions de mètres cubes pendant donc, le mois passé. Et on espère, Inch'Allah, avoir d'autres une année pluvieuse parce que donc, on est dans la saison hivernale. Donc, c'est le moment où tous les barrages normalement devraient commencer à se remplir ou être déjà au moins à un taux plus ou moins satisfaisant. Oui, donc on espère. Donc, on cite un exemple pour ce barrage de Kafdir à la saison estivale de 2021-2022. Donc, il y avait un apport important de 60 millions de mètres cubes pendant cette année. Donc la saison, elle est toujours... On va dire que plus ou moins la saison estivale s'est passée sans trop de perturbations. Pour le barrage de Kafdir, en état actuel, le barrage il est presque rempli, un taux de remplissage de 86%. Donc actuellement, donc, le volume il est à 106 millions sur 125. Donc ce volume il peut assurer les besoins de la wilaya de Tipaza pendant 4 ans sans avoir de précipitations. C'est réconfortant quand même. Hein, oui, bien sûr. Et on voit donc l'importance de ce projet qui est quand même un projet colossal. Hein, pour 3 wilayas, c'est vraiment, on va dire, une bouffée d'oxygène, si je peux dire. Donc surtout qu'on sait aussi en même temps que c'est des wilayas agricoles. Oui, bien sûr. Même pour le barrage, on ne va pas oublier que sa destination pour l'irrigation, malgré donc, une quota qui n'est pas importante par rapport au quota de l'AEP, donc il va irriguer les périmètres à l'aval de barrage pour la wilaya de Tipaza pour un volume de 4 millions de mètres cubes par an. Donc d'ailleurs depuis 2015, les agriculteurs à l'aval de barrage ont bénéficié d'un quota annuel de 3 millions chaque année. Et pour la wilaya de Chlef, donc un quota de 4 millions de mètres cubes par an aussi. Donc l'alimentation pour l'irrigation depuis 2015 est assurée par ce barrage. Très bien, donc on va dire sur combien de temps va s'étaler donc ce projet jusqu'à on va dire l'aboutissement total de tout le... Oui, donc nous on a commencé les travaux en janvier 2022. Et, donc nous sommes à peine à 2 ans. Nous sommes à peine à 2 ans, donc le délai global de notre projet, y compris ses avenants, donc il tire sa fin en mai 2025. Mais toutes les parties intervenantes sur le projet ont relevé le défi et on va dire qu'on va terminer le projet avant les délais, Inch'Allah. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour la première mise en service, elle est déjà faite au mois de novembre 2023. Donc une deuxième mise en service, Inch'Allah, avant le mois de Ramadan pour la commune de Beni Milk. Là, on a rencontré un relief très accidenté, très important. Donc c'est des travaux consistants, colossaux pour Beni Milk, parce que c'est la branche Beni Milk qui est une Defla. Pour la commune de Cherchel, donc là où il y a une priorité d'alimentation de cette commune, donc on compte alimenter cette commune en fin de mois de mars, début de mois d'avril. Et pour le reste des communes, donc il y a un phasage de 15 jours, un mois pour les communes restantes.
Et aussi, donc, je voudrais bien dire qu'il y a 22 ans d'ombre dans ce projet qui vont être alimentés. Justement, c'est très important donc, de parler de ces ondes d'ombre qui vont être donc, raccordées à Ce système de transfert. Donc les ondes d'ombre sur 3 daïras, donc la daïra de Cherchel, de Gouraya et de Damos. Donc les travaux sont en cours, ils seront montés au fur et à mesure de chaque mise en service. Et on espère terminer le projet dans sa totalité d'ici la fin d'année, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite bon courage parce qu'on sait très bien que c'est des travaux colossaux. Ouais. Donc, merci beaucoup, Monsieur Youssef Baguigui, d'être venu, de nous avoir un petit peu éclairci donc, sur la mise en service de ce réseau. Merci beaucoup. Et on continue, on pense toujours au peuple palestinien avec cette chanson Mauteni.
De retour sur notre plateau, on avait déjà commencé à discuter avec Toufiq Mezari. Bonjour. Bonjour. Ravi de te recevoir ce matin. Merci et merci pour l'invitation. Voilà. On est très heureux de te voir aujourd'hui avec nous, Toufiq. Merci. Nous allons parler d'un sujet qui passionne en ce moment puisque beaucoup de recherches se font autour du jeûne. Mais du jeûne intermittent. On voudrait savoir, c'est quoi exactement le jeûne intermittent? Voilà, le jeûne intermittent, bon, on peut dire qu'il y a plusieurs protocoles. Donc, le plus répandu en ce moment, c'est le jeûne intermittent 16-8. Ça veut dire, on a 16 heures de jeûne et on a une fenêtre de 8 heures. On peut prendre nos deux repas. Donc 2 repas pendant ces 8 heures. C'est 8 heures. Et 16 heures de jeûne. jeûne. Donc pendant le jeûne, on peut prendre des liquides, des infusions, le café, le thé, les tisanes, mais sans sucre. Le but de tout ça, c'est de garder le taux d'insuline au niveau bas. Parce que la cellule, de plus en plus, le taux d'insuline est élevé. Elle ne va pas répondre pour, comment dirais-je... Pour éliminer tout ce sucre que nous avons dans... Pour absorber le glucose qui va donner le plus d'énergie pour nos organes et tout. Donc, alors, on récapitule. On doit donc jeûner, s'abstenir de manger pendant 16 heures. 16 heures, voilà. Donc, on a le droit aux liquides, toutes sortes de liquides, donc tisane, café, voilà. À condition que ça soit sans sucre. Sans sucre, voilà. D'accord. Sans sucre Très bien. pour garder toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, de garder le taux d'insuline au niveau bas. Donc le but, plutôt les bienfaits de ce jeûne intermittent, il a beaucoup de bienfaits. Par exemple, il va ralentir le vieillissement et il va détoxifier notre corps. Encore, il y a beaucoup de bienfaits pour le jeûne, puisqu'on sait très bien maintenant à travers le monde, on est en train de recommander de plus en plus ce jeûne intermittent. Il lutte contre le diabète de type 2. D'ailleurs, j'ai une petite information à vous révéler. Oui. Ma mère, elle a 83 ans. Allah yabarak fik. Allah yabarak, on la salue. Ça fait 3 semaines que le docteur, comment dirais-je, lui a dit que tu n'as plus de diabète. Elle a arrêté son traitement du diabète. Très bien, voilà. ça c'est une excellente nouvelle. Donc elle est adepte de ce jeûne intermittent. Oui, bien sûr, je l'ai suivi. J'imagine que toi aussi. C'est qui a suivi? C'est toi qui l'as initié? Ah oui, bien sûr, c'est ça. Donc pour moi, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis ce programme-là. Mais avant de prendre le programme, j'avais une petite obésité. Donc j'avais le ventre. Ça se voit pas, chers téléspectateurs, voilà. Vous êtes avec moi. J'avais le ventre, voilà, regardez la photo comment j'étais. D'accord. Voilà. Ouais, comme quoi c'est possible. Oui, c'est possible, tout est possible, oui. Il faut juste avoir une volonté, il faut tracer un trajet pour avoir son objectif, c'est tout. Hein. C'est magnifique. En tout cas, Toufiq, tu es vraiment l'exemple parfait pour ce genre de discipline qu'on doit adopter. Ah oui, on doit adopter, mais vous savez... chaque personne à qui je parle de ce jeûne intermittent et tout, il commence à être gêné parce qu'il dit je ne suis pas capable de faire ça, c'est trop pour moi. Mais en fait, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué du tout. On mange équilibré. D'accord, déjà ces 8 heures, c'est manger raisonnablement. Raisonnablement, donc on a des fibres, on commence toujours par les fibres, après les fibres on a des protéines, après les protéines on a les glucides. Donc même l'assiette quand on mange, on ne doit pas la remplir jusqu'à... parce qu'on a une habitude ici chez nous, surtout pendant le ramadan, on a toujours des urgences et tout. Oui.
Vous savez Effectivement. pourquoi? Parce que les gens, quand ils, on peut dire, ils cassent le jeûne, ils commencent à manger n'importe quoi et n'importe comment. Donc, Effectivement, on se et jette un petit peu sur et la- même sur la notre nourriture. organisme ne va pas supporter ce choc amas de, de de nourriture qui comble tout notre estomac, hein. D'accord, tout faire. Alors, Oui. on dit que j'ai envie de jeûner, de faire un jeûne intermittent. Oui. On finit de manger, par exemple, à quelle heure on doit dîner, Voilà. de préférence? De préférence, on commence à 19h, à 20h. Moi, ce que je fais, moi, parce que chacun peut décaler le temps qui lui convient. Voilà. D'accord, mais de Donc, préférence, de préférence, essayez de manger le plus tôt, de dîner, pardon. Le dîner, de dîner le plus tôt possible. 19h, j'arrête à 20h. À 20h, je ne prends plus rien du tout, jusqu'à le lendemain. Donc on va compter 16 heures. On va compter 16 heures. Jusqu'à bien. le lendemain, à midi, on va prendre notre repas. Dans tout ça, ce que je peux rajouter, c'est on a des compléments alimentaires à renforcer notre jeûne intermittent. Parce que d'après les scientifiques et des recherches qu'ils ont fait, ça fait maintenant plus de 70 ans, la valeur nutritive de légumes et fruits ont diminué de 75%. C'est énorme. C'est effectivement. énorme, oui, c'est énorme. Ils ont donné un exemple, une orange, pour avoir la vitamine C d'une orange des années 50, il en faudrait 21 oranges 21 oranges. de nos jours. Il n'y a pas moyen de manger 21 oranges. Et c'est tout ça, impossible. et tout ça est dû à la comment dirais-je, La nouvelle façon de s'alimenter? non, c'est pas la nouvelle. Même de planter les légumes et les fruits, c'est pas comme auparavant. Bien Maintenant, entendu, les on sait très croisements, bien, les tout à croisements fait, de les tout, croisements. tout ça. Les croisements, il y a les pesticides, il y a les pesticides, engrais, il y a les tout engrais, ça tout qui... ça. Même la pollution dans l'air et même dans la terre, le terreau. Voilà, donc tout ça a fait de notre nourriture pauvre en vitamines, plutôt en minéraux et tout. Donc c'est ça. Donc c'est ça, l'alimentation, on va l'alimentation. dire, est beaucoup, on va dire, elle est pauvre en Elle est ce pauvre, moment. elle est pauvre, oui. Donc comment faire pour parer à ça? Bon, je vous ai dit maintenant, il y a des compléments alimentaires de haute qualité. Il y a des compléments et des compléments, mais D'accord, il y a les compléments alimentaires de haute qualité. On peut diminuer le manque ou bien combler le manque des nutriments qu'on ne trouve pas dans nos aliments. Donc Voilà. comment faire, tout faire? Donc, il y a des protocoles, il y a des programmes. D'ailleurs, j'ai une page sur TikTok et Facebook. Celui qui veut vraiment voir tous les détails, il n'a qu'à... Et sur la chlorophylle, dis-nous un petit peu, c'est La quoi chlorophylle. La chlorophylle, bon, on peut dire que c'est le sang vert de la plante. Donc, les composantes de la chlorophylle et du sang humain, ils sont presque pareils. Donc on va faire un peu comme les vampires. On va aller Oui. prendre de la chlorophylle Et des la plantes. chlorophylle, elle a des bienfaits extraordinaires. C'est un détoxifiant, rajeunit encore, il va booster leur Confirme, rajeunissement. t'as rajeuni comparé à la photo qu'on a vue. Oui, c'est vrai, je l'ai essayé. Hein. Je l'ai essayé, c'est... Franchement, tu es la preuve vivante. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, il élimine les cellules, surtout les cellules cancéreuses, il les détruit. Puis, il y a beaucoup de bienfaits sur cette substance, on peut dire, le chlorophylle. Hein. Voilà. On va revenir un petit peu donc sur ce jeûne intermittent. Il y a des questions, il y a beaucoup de personnes qui se posent sur le petit déjeuner. Bon, tout le monde dit oui, le petit déjeuner c'est important pour pouvoir bien démarrer la journée. Mais en fait, non. Au contraire, non. C'est le petit déjeuner, c'est lui c'est lui l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un. Nous, j'avais l'habitude de prendre café au lait, croissants, tartines, d'accord. Tout ce qui est à notre portée, on le prend le matin. Et ça, c'est faux. Parce que, d'après, bien sûr, des études qu'ils ont fait, à partir de 12 heures,
notre corps ou bien notre métabolisme commence comment dirais-je, à utiliser nos graisses pour alimenter la cellule. Justement, il y a Voilà. réellement beaucoup d'études qui se font dernièrement sur cette histoire de petit déjeuner, parce que tout le monde dit oui, le matin, il faut pour pouvoir, on va dire, attaquer la journée avec Non, avec au du contraire, dynamisme. Absolument pas. Mais c'est un style, c'est un mode de vie. Il faut faire foi de ce programme. We have to believe it. Ok, oui, c'est Believe it. exactement, oui, Okay, c'est we ça. have to Il believe. faut croire en... Il faut croire en ça. Parce que peut-être les premiers temps, les jeunes, les gens qui n'ont pas l'habitude de suivre ce rythme, ils vont trouver ça c'est énorme. Ils ne Non, peuvent mais en pas. fait, après, on s'habitue. Mais Et on c'est vrai, s'habitue. quand on dit 16 heures, ça fait peut-être un petit peu peur. 16 heures. Mais en fait, il ne faut pas oublier les 8 heures de Les sommeil. 8 Déjà, heures on de a sommeil, les 8 déjà, heures de on sommeil a qui sont- éliminé. Mais pour commencer, il y a un autre protocole de 12-4-4-4. D'accord, donc on On peut commencer par progressivement. 12-4-4, fur et à mesure, après que notre corps va s'habituer à ce jeûne, on commence à allonger le jeûne jusqu'à arriver à tenir les 16 heures. Parce qu'il y a d'autres plus durs, mais les 16-8, c'est le plus répandu dans le monde. D'accord, Voilà. donc c'est 16 heures, ne pas manger pendant 16 heures, Voilà. manger raisonnablement pendant 8 Voilà. heures, essayer Et d'équilibrer même ses le moment de manger, il faut pas remplir l'assiette jusqu'à... Je vais te confier quelque chose. Ce que Oui. j'ai fait moi personnellement, c'est que j'ai diminué la taille des assiettes. Voilà, c'est Donc ça, au lieu de c'est prendre très une bien. grande assiette conventionnelle, je préfère en prendre une petite. Voilà, très bien. Voilà. On peut diviser même notre assiette, 50% des fibres, comme salade et Voilà. tout ce qui s'ensuit, un quart pour les protéines et l'autre quart pour les glucides. Et pour les fruits, ça, et quant aux fruits, les fruits de saison, ça fait partie. c'est- Oui, bien sûr, ça fait partie des glucides et donc on peut se permettre, on peut se lâcher sur la Mais mandarine, non, des oranges qui sont il bonnes faut, en ce moment. il faut pas, mais il faut pas en abuser quand même. Oui, Oui. pas 21 oranges pour atteindre le quota de Ok. vitamine C. Ok, voilà. Très bien, merci beaucoup. Tofik Là, je vous en Mzari. prie, Merci, c'était un Mariam, plaisir. merci. Merci Voilà, à donc vous. sur le jeûne, on connaît un peu plus maintenant sur le jeûne intermittent et la chlorophylle, donc un complément alimentaire de bonne qualité. De Il faut bonne bien qualité, entendu voilà. savoir on va dire où se fournir donc, de cette chlorophylle et essayer Ouais. d'aider son organisme. Mais oui, on peut l'avoir et il y en a des firmes qui sont installées ici en Algérie qui vendent ce truc de complément alimentaire. Bon, voilà, donc... Allez, donc on adopte. À partir d'aujourd'hui, on jeûne 16 heures et on mange uniquement Ok. 8 heures. Merci Marhaba beaucoup. bikum. Merci, Mariam, merci. Tofik. Notre émission, donc Bonjour d'Algérie, continue et je vous propose donc de voir le portrait d'un écrivain, Mohamed Al-Sqi Himer. Il a écrit sur Alger. On regarde et on revient juste après. Alger la Blanche, dans ce passé de grandeur et ce présent de servitude, et cette belle dame qui, du haut de ses millénaires, raconte sa saga colorée, son histoire mouvementée, ses populations à travers les âges et son mode de vie. Raconte-moi Alger. Dans ce beau livre de 203 pages, le journaliste et reporter Mohamed Al-Sqi Himer témoigne de son adoration de la capitale, en mettant en service ses grandes connaissances des anecdotes et son appareil photo qui capturera près de 200 clichés. C'est un livre qui est venu comme ça par hasard. Il y avait la directrice des éditions où j'ai édité ce livre. On s'est rencontrés chez un ami une fois. Il avait organisé une petite fête pour des amis. Et là, elle m'avait, lorsque je lui ai raconté Alger, j'aime bien parler d'Alger, c'est une belle ville, c'est une ville-musée. Donc elle m'avait dit, pourquoi ne pas faire un livre? Je lui ai dit pourquoi pas, et ça a démarré comme ça. Donc il y a eu ce livre, c'est un petit livre, je ne peux pas dire, c'est un petit livre qui raconte un petit peu Alger que comme je l'ai vu et comme je la vois moi. C'est-à-dire qu'il y a certainement des endroits que j'ai ratés, qui sont
beau à voir, mais que je n'ai pas pu découvrir ou que je n'ai pas pu apprécier au départ. Donc j'ai raconté un petit peu Alger, tous les quartiers d'Alger. Il y a 8 itinéraires dans le livre. Chaque itinéraire va d'un point A à un point B. Le plus important, c'est celui qui part de la Grande Poste jusqu'à Bab el-Oued. Là, je traverse la rue Ben Mhidi, ensuite les débuts de la Casbah, l'intérieur de la Casbah, où j'ai parlé un petit peu de tous les mausolées, de toutes les mosquées, des belles maisons, des musées qu'il y a à la basse Casbah, de la citadelle aussi. Donc je raconte ce que j'ai vu sur la base quand même d'une documentation importante. Ce journaliste fait revisiter au lecteur Alger la Blanche, ses monuments, ses ruelles, ses lieux mythiques, mais aussi son histoire. En fait, j'ai commencé, j'écris beaucoup sur les villes. Chaque fois que je pars, par exemple, je suis toujours journaliste, chaque fois que je pars dans une ville pour un reportage quelconque, économique, politique ou autre, je reviens toujours avec un reportage sur la ville, sur la société, sur ce qui existe dans la ville, sur les quartiers de la ville, sur comment vivent les gens dans la ville. Donc je m'intéresse aussi à l'architecture, à l'histoire de la ville, donc je reviens toujours. Je les publie soit dans la presse algérienne, soit dans la presse, soit dans ma radio en faisant des reportages, soit dans des magazines aussi étrangers. J'ai commencé par Alger parce que j'ai écrit beaucoup sur Alger, j'ai écrit beaucoup surtout sur la Casbah. J'ai fait pratiquement tous les métiers qui existent à la Casbah, à commencer par Khaled, l'ébénisterie à la Casbah, donc il m'a parlé de ça. Je lui ai consacré un portrait, à d'autres aussi. Mohamed Eresqi Himer nous prend par la main et nous fait découvrir sa ville El Mahrousa. Suivons-le dans ses 8 itinéraires pour mieux connaître la capitale. Moi, je crois que c'est vraiment je ne sais pas ce qui m'attire, mais je ne peux pas rester une semaine, par exemple, sans faire un tour du côté de la Casbah. Parfois juste pour voir des amis, d'autres fois non. Lorsque j'ai du temps, par exemple, je n'ai pas de travail, j'ai envie de changer d'air, je débarque à la Casbah, donc je m'amuse un petit peu avec des gens, je discute avec les gens qui me parlent un petit peu de la ville. Il y a quelques semaines de ça, j'ai discuté avec un ancien Makeza en lui parlant de l'abri qui a été découvert dans le Cheikh Al-Dmahiout, dans les ministries, un abri qui a été creusé pendant la guerre d'indépendance. Un bel ouvrage à lire pour faire une longue et conviviale escapade dans la Grande Mahrousa. C'était un sujet de Friel Hamdi et tout de suite j'ai le plaisir de recevoir Tahar Tazrout. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Bien. Très heureuse de vous recevoir ce matin parce que en fait vous êtes un artiste un peu hors du commun puisque vous avez décidé de travailler un élément qui est extrêmement difficile à dompter. Absolument. Et qui est le verre. Oui. Donc vous avez un parcours un peu atypique. On va parler un petit peu, donc vous êtes infographe de formation. Oui. Et comment vous est venue la passion du verre et pourquoi vous avez choisi cette matière tellement difficile? Alors pour vous dire, j'ai commencé par les matières traditionnelles, j'ai commencé par l'aquarelle, j'ai commencé par l'acrylique. Et puis je ne vais pas dire que je trouvais que je m'ennuyais un petit peu, mais il me fallait une nouvelle matière. Et j'ai vu sur internet, il y avait le précurseur justement de la technique, c'était Simon Berger. Monsieur Simon Berger, c'était un Suisse qui commençait à marteler du verre et puis ça m'en a donné l'envie. C'est une technique extrêmement difficile à maîtriser. J'ai pu la maîtriser. Dans un premier temps, j'avais commencé à renfoncer les traits avec de l'acrylique. Et puis sur les derniers tableaux, on les verra tout à l'heure, c'est que du verre brisé. Là, j'y arrive, franchement, j'y arrive. Pour moi, c'est extrêmement compliqué parce que donc, vous avez, on va dire, troqué les pinceaux contre des petits marteaux. Absolument. En même temps, la justesse du geste, j'imagine que c'est des heures de travail pour pouvoir avoir le... On n'a aucun droit à l'erreur. Il suffit d'un mauvais geste et puis l'œuvre part en éclats.
Voilà, surtout Ouais. si on arrive à la fin. Ah Ça oui. aussi, ça, j'imagine que ça doit être un peu compliqué. Ah oui, oui, franchement, c'est. Voilà. Donc on va voir un petit peu, on est en train déjà de découvrir ensemble les quelques œuvres que vous avez ramenées. Donc on en a 4. En réalité, donc, pour l'exposition, il y avait une vingtaine Une vingtaine, d'œuvres. absolument, ouais. Voilà, on va commencer à découvrir. Donc Yazid Ici, Ait Mahiddin a tout de suite repéré ici à Absolument, Rome. tout de suite, au Voilà. premier coup d'œil, ouais. Donc parlez-nous un petit peu de cette technique. C'est comment vous commencez? Est-ce que vous avez déjà une idée avant de commencer ou c'est les éclats qui vous mènent vers quelque chose? Non, on doit avoir une ligne précurseuse. C'est vraiment, c'est le. On a une idée en tête, donc on essaie de la suivre, et puis ensuite c'est le verre qui nous mène. D'accord. On doit s'adapter au verre. Mhm. Et donc vous avez un petit peu, on va dire, ce style de clair-obscur. Oui. Voilà, oui. donc, Ça qui, fait vraiment ressortir qui les donne couleurs. donc toute cette force c'est vraiment très fort. Hein. Oui, c'est vraiment une C'est, tension intense entre le noir et le blanc. Ça fait Exactement. vraiment ressortir les. Et puis on peut y voir de la couleur, hein, même dans le noir et blanc, on peut y voir Justement, de la couleur. donc est-ce que c'est le verre qui nous donne cette sensation? Oui. On a l'impression que ça nous mène directement vers une certaine réflexion, une certaine introspection. Absolument, C'est absolument. cet effet que m'a donné. C'est ce que j'ai voulu retransmettre justement. En fait, c'est un symbole de résilience. On voit le verre, une matière translucide, et puis de là, on arrive à faire ressortir un tableau. Effectivement, donc toute la, on va dire la difficulté est là, et en même temps, vous nous emmenez un petit peu dans votre travail. Oui. C'est ça Ouais, c'était ça que vous recherchiez. Absolument, absolument. C'est absolument ça. D'accord. Donc on va dire que ça va faire à peu près une année que Oui. vous avez commencé. Donc franchement, bravo, bravo pour cette maîtrise de ce matériau qui est extrêmement délicat, extrêmement difficile, et en même temps qui donne des résultats fabuleux. Ah ouais, féerique. On voit les reflets de la lumière sur le verre, c'est des reflets diamantés, c'est des reflets. Et puis, c'est un vrai travail d'orfèvre. Vraiment, on n'a pas droit à l'erreur. Ça se fait vraiment. C'est des heures et des heures de travail. Vous avez plusieurs dimensions de marteau. Je serais curieuse de vous voir travailler. Ah ouais, je vous invite. Hein. Avec plaisir, vraiment. C'est exactement comme des tailles de pinceau. Ce que je fais, j'ai 5 ou 6 marteaux que j'ai taillés, et puis je taille la pointe, et en fonction de chaque pointe, ça crée des cassures différentes. Très bien. Là, donc, il m'a fallu. Même les cassures, vous choisissez les. Ah oui. Vous choisissez les cassures. Ah oui. Très bien. Oui. Donc quel genre de cassures il y a peut-être. Il y a des éclats qui partent dans tous les sens. Il y a des éclats qui partent de pied. Donc de biais, les éclats de biais font ressortir la lumière. Donc ça crée des reflets de vert, des reflets de bleu. C'est vraiment tout un monde. J'aime beaucoup la façon avec laquelle vous parlez. Ça se voit que vous y. C'est pas que ça vous parle, c'est réellement un moment de plaisir. Ah oui. Et puis il y a du travail derrière aussi. C'est beaucoup de plaisir, mais il y a aussi du travail, de la maîtrise. J'imagine que vous suivez toujours un petit peu. Est-ce que vous êtes un petit peu anxieux quand vous le faites? Il y a une petite part d'anxiété, d'adrénaline? Une énorme, parce qu'on sait qu'à tout moment on peut perdre l'œuvre. Et puis j'en ai raté, hein. J'en ai raté des œuvres. Il y a beaucoup de bouts de verre qui sont entreposés dans mon garage. D'accord. Des œuvres ratées. Parlez-nous un petit peu des thématiques. Quelles sont les thématiques les thématiques de prédilection? C'est déjà les portraits, puis quelques animaux, passionnés de mer comme je suis, donc il y a eu quelques poissons, quelques paysages marins, et puis j'ai bien voulu faire l'œuvre de Mohamed Essiarham. Pourquoi Essiarham justement? Oui, pour moi c'était un symbole de résilience justement. Après ce qu'il a vécu, il a quand même réussi à mener la carrière qu'il a menée aujourd'hui. Donc je pense qu'il s'est bien marié avec la technique que j'abordais justement. D'accord. Alors ce que je vous propose, donc, c'est d'écouter ensemble donc, un morceau de Miles Davis. Parfait. Et on regarde en même temps donc, les images. Parfait.
chose. Donc, C'est ce gentil. qui est magnifique, c'est que vous réussissez à faire ressortir, on va dire, le sentiment, la sensation, l'expression, donc comme par exemple la femme africaine. Je pense que j'essaye de dessiner l'âme des personnages. Justement, Et, on a l'impression de réussir à la capter. Ouais. Et puis le verre brisé s'y prête bien. J'ai passé des années à peindre avec les techniques traditionnelles, je veux dire. Vous n'avez pas eu cette satisfaction, ça vous a pas nourri en Je fait. recherchais toujours un nouveau matériau. Et puis, je le suis toujours, hein, je suis toujours. Et peut-être qu'après le verre, peut-être que je vais passer à une autre technique. D'accord. Toujours à la recherche d'un peu plus de difficultés. Vous augmentez peut-être la difficulté. Voilà. Bah oui. Toujours à la recherche de difficultés. Je pense que je me satisfais justement dans la difficulté. Moi, personnellement, ce que j'ai vu aussi à travers donc, toutes ces œuvres, on a l'impression de voir une nuit étoilée. On a l'impression que c'est des milliers de petites étoiles qui sont comme ça placées. Et puis, c'est merveilleux. C'est un petit peu faut un petit peu prendre du recul justement sur l'œuvre pour la voir. Je veux dire, les yeux devant l'œuvre, on n'y voit pas grand-chose. Mais justement, en prenant du recul, et puis c'est un petit peu un symbole, c'est un petit peu une symbolique. Souvent, il faut prendre du recul pour voir les choses. Effectivement. Donc, Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, on a toujours tout de suite une espèce d'un sentiment d'introspection, déjà une espèce de, on va dire, de limite d'un bien-être. On est là face à quelque chose, c'est quoi, on commence à regarder, et en même temps on se questionne. Et puis on découvre. Exactement, et on découvre au fur et à mesure. Donc des projets prochains? Alors des projets, il y en a, oui. Alors les prochains seront 16 œuvres en plus grand format. Ça me donnera la possibilité d'ajouter plus de détails et plus de vie à mes œuvres. Et en même temps, vous donnez plus de difficultés. Ah bah oui. On aura compris, c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez ni la simplicité, ni... Je me satisfais dans la difficulté. Et puis c'est vraiment satisfaisant de réussir une œuvre difficile avec des techniques nouvelles, avec une technique difficile à maîtriser, avec beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, et puis arriver à la fin et admirer son œuvre. Comment dans le monde artistique, comment on vous a reçu, donc vous et vos œuvres un petit peu qui sortent des sentiers battus? Bah franchement, faut dire que le public algérien est un public exigeant en art. Et une envie, un désir, c'est justement initier le public à l'art. Je sais qu'il y a du travail à faire justement sur ce plan. Et puis il faut en parler, il faut faire découvrir aux gens que l'art existe, il y a de l'art en Algérie. Et puis pas des moindres. Pas des moindres. On a eu de très très grands noms et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des artistes au talent, on va dire, reconnus à l'international, qui ont fait leur preuve. Hein. Oui. Voilà, donc... pour ne citer que Beya, que Siaram, c'est des génies en art. Et dans Bonjour d'Algérie, on a aussi l'occasion de recevoir beaucoup d'artistes avec des techniques différentes, des approches différentes. Et donc, entre autres, vous ce matin, donc avec cette technique de verre brisé, vous allez rester toujours dans les mêmes thématiques ou vous allez peut-être, on va dire... Je vais y rester. Je vais y rester, peut-être quelques formes différentes. Puis sur le plus grand format, m'attaquer au paysage. Ça donnera quand même une dimension très particulière. J'en ai déjà réalisé une. Et puis, là, parce que les portraits sont réussis. Personnellement, vous avez réussi à faire ressortir donc ce sentiment, ces sensations. Donc maintenant, les paysages, j'imagine que ça va être une autre dimension. Oui. Alors c'est pas le paysage qu'on verrait d'habitude. Ça sera transcendé sur la technique du verre brisé. Ça procurera une dimension franchement nouvelle. D'accord, très bien. Vous allez découvrir ça plus tard. J'imagine. Parlez-nous un petit peu donc de votre parcours, puisque vous avez quand même un parcours assez atypique. Comment vous en êtes venu jusqu'à... Donc
depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours dessiné. Ça, j'en suis sûr. Et puis, l'art, le dessin m'a mené vers l'infographie, l'art digital, qui est mon métier aujourd'hui. Et puis, mais toujours une envie de dessiner, toujours une envie de pratiquer l'art. Ça m'a vraiment hanté. C'est vraiment ancré en moi. Et puis, j'arrive à m'accorder quelques moments où je reprends mon art traditionnel. Et puis, je le développe, je le retravaille, Ouais. Et on découvrira tout ça bientôt. C'est pour bientôt peut-être la prochaine Alors, encore quelques mois de travail quand même. D'accord, oui, parce que je sais que c'est pas évident. Oui, ça prend du temps. J'imagine. Merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Franchement, ce fut un plaisir donc, de découvrir votre art et de vous avoir reçu dans notre émission Bonjour d'Algérie. Merci. Merci beaucoup. On continue, Bonjour d'Algérie continue. Je vous propose donc de regarder ensemble un sujet de Yanis Aït Belkacem. C'est un portrait d'un brocanteur. Des objets en tout genre nichés dans tous les recoins de la boutique. Ils ont vécu une vie ou plusieurs et seront probablement destinés à en vivre encore d'autres. Nous sommes chez Oussama, collectionneur depuis sa plus tendre enfance. Il a commencé par des timbres et des pièces de monnaie pour ensuite faire de la vente d'objets de seconde main sans gagne-pain. Depuis que j'étais jeune, j'étais petit, j'ai commencé à collectionner les pièces de monnaie, et même des timbres, des cartes téléphoniques. Après avoir collectionné pas mal de petits objets, j'ai voulu élargir ma collection en allant vers les montres à gousset, les montres main, les horloges et tout ce qui est objet de décoration. Pour Oussama, chaque objet raconte une histoire, celle de toutes les personnes qui l'ont possédé avant d'atterrir dans sa petite boutique, une porte ouverte sur une époque révolue, un vécu et une source d'inspiration sans fin. Au magasin, on peut trouver cette armoire berbère avec des motifs berbères qui datent de plus de 50 ans. Elle est en bois de chêne massif. Et je pourrais vous montrer une autre pièce ancienne qui est un tableau d'art, Et voilà, huile sur toile, signée, et qui représente Tipaza. Ah d'accord. Voilà. Derrière cette passion pour les antiquités se cache un talent insoupçonné. Depuis que j'étais petit, j'étais inspiré par l'artiste peintre Paul Cézanne, qui faisait des natures mortes magnifiques. Et je me suis inspiré et j'ai commencé à peindre à l'huile sur toile. Artiste dans l'âme, la peinture est sa deuxième passion. Pour lui, chacune de ses toiles capte la beauté intemporelle de toute chose, la nature en particulier. Il nous emmène chez lui pour découvrir ses œuvres. Puis m'évader, voilà, pour m'évader un peu. Quand j'ai du temps, je viens peindre ici. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu parles? Tu as parlé de nature. Et même des miniatures. C'est une passion que vous avez découvert étant jeune? Oui, depuis que j'étais petit, je dessinais au crayon. Et après, à fur et à mesure, on passe du temps à essayer à l'huile, j'ai commencé à faire des dessins sur toile. Je l'ai peint il y a... Rien ne se perd, tout se transforme, objet ancien ou vintage, toute chose mérite une seconde vie. Oussama ouvre son petit local à tous ceux qui aiment chiner des objets ayant une âme, témoins de générations dont le rapport aux objets était plus tendre et plus simple. De retour sur notre plateau et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous allons parler d'une pièce de théâtre nommée Rayhan Ghernata et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Nada Aïssani. Bonjour. Madame. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Donc tu es comédienne et assistante metteur en scène. Du metteur en scène. Très bien, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir reçu. Et nous avons Yassine Kouar, bonjour. Merci de l'invitation. En fait, je suis metteur en scène, un jeune metteur en scène et un comédien en même temps. Très bien, donc toi aussi tu es comédien dans cette pièce de théâtre. Non, je ne suis pas un comédien dans cette pièce. Pas dans cette pièce. Donc pour cette pièce, tu es uniquement metteur en scène. Exactement. Très bien, donc Rayhan Ghernata, c'est quoi exactement? Emmenez-nous un petit peu donc, dans cet univers. Enfin, je vous laisse... Donc Rayhan Ghernata ou bien Basilique Grenade, c'est une pièce qui raconte l'époque juste après la chute de Grenade, la dernière ville en Andalousie, aux mains des Castiliens. Alors ces derniers, après avoir pris les clés de Grenade,
ils ont signé un accord avec les Maorisques afin de leur permettre de pratiquer leurs coutumes et leurs traditions sans les empêcher de pratiquer leur patrimoine, etc. Mais malheureusement, par la suite, ils ont... La promesse n'a pas été tenue? Elle n'a pas été tenue, ils ont rompu l'alliance et ils ont créé l'Inquisition. Ils ont commencé à torturer et punir tous les Maorisques qui refusaient de se convertir au christianisme pour devenir des chrétiens catholiques. Donc ces derniers n'ont pas tenu leurs promesses, ils ont commencé de les torturer affreusement. Donc c'est cette chose qui nous a touchés. Donc vous êtes, on va dire, concentré donc sur cette torture atroce. Cette torture, parce que en fait, ce qu'ils ont fait, c'est essayer de effacer, gommer l'identité islamo-andalouse. Donc c'était ça le truc qui nous a... C'est l'identité d'un peuple qui s'est... Qu'on a tenté, on va dire, d'effacer et de redire, on va dire, de les jours où on a fait des recherches sur les méthodes qu'ils ont utilisées dans leur torture, c'était vraiment affreuse, cruelle, non humain. Et ce point-là, qu'on voulait le mettre en valeur, pour montrer la cruauté qu'ils ont utilisée pour effacer leur identité. Pour apostasier les Maorisques, apostasier pour leur religion, voilà. D'accord. C'était surtout la religion qu'on ciblait, on va dire, les personnes et la religion en particulier. Donc, parlez-nous un petit peu donc comment vous avez mis en scène. Vous m'avez dit qu'il y a une partie où il y a une chorégraphie. Bien sûr. En fait. Au début, on a fait une atelier d'écriture avec l'écrivain Arwa Khannish. Après, on a entamé la mise en place du texte sur la scène. Ça vous a pris beaucoup de temps? Ça nous a pris à peu près de 4 à 5 mois. D'accord, d'écriture et de travail. Bon, sans compter l'écriture. L'écriture, c'était... Parce qu'on a écrit 2 textes. On a écrit en premier temps, on a écrit un texte. Après, on a décidé de faire autre chose. Donc, on a voulu que le premier spectacle de l'association, qu'il soit quelque chose de puissant, de profond, un message même par rapport à ce qui se passe en Palestine, parce que c'est presque le même problème, c'est juste, c'est pas la même époque, mais c'est le problème d'identité, etc. Donc, on a voulu que le premier spectacle soit marquant de l'association. Donc, Arwa a écrit un deuxième texte et on a commencé à créer la vision à modeler le texte et lui donner une vie. C'était pas facile, surtout qu'on a touché l'arabe classique. Le spectateur algérien n'a pas l'habitude de voir du théâtre en arabe classique. Il s'ennuie, on va dire. On est déjà, on comprend ça. On est plus dans l'arabe dialectal. Exactement. Le dialecte algérien. Pour toucher un peu tout le monde. Mais là, vous vous êtes donné cette rigueur d'écrire dans la langue arabe. Oui, mais ce qui est bien dans le texte, c'est qu'il n'est pas assez long. Le message, il est clair. Même l'arabe utilisé n'est pas, comment dirais-je, n'est pas trop dur, trop difficile. Donc elle est assez simple. Pas simple, mais elle est légère. D'accord. Donc on va dire accessible. Accessible. Allez, mais le truc qui nous a aidé pour utiliser l'arabe classique, c'est le rythme de la pièce. On a joué sur le rythme. Oui. Très bien. Une fois le rythme est bien placé, le spectateur ne va pas s'ennuyer. Il va monter sur le rythme. Donc en fait, il y a le dialogue et il y a le rythme que vous avez mis en place. De chaque tableau, le rythme de chaque tableau. Il y a combien de tableaux? Il y a 4 tableaux plus le tableau de la chorégraphie. Donc la chorégraphie, c'est qui le chorégraphe? C'est moi que j'ai monté une chorégraphie. On a fait des journées de création avec l'équipe. Et on a essayé de voir faire la capacité corporelle de chacune des comédiens, y compris moi. Par exemple, moi et Yassine, on a déjà
eu une petite expérience dans la danse, mais les autres comédiens n'ont pas eu cette chance de faire la danse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yacine? Il a fait avec nous des journées de création pour pouvoir voir à quel point on a cette souplesse sur scène et quels sont les mouvements qu'on peut utiliser dans la chorégraphie pour exprimer ce qu'on veut faire dans le tableau. C'est du contemporain. C'est une danse contemporaine. Très bien. Qui exprime la totalité de la pièce. En quelques mouvements, on a pu exprimer en 4 minutes toute la pièce. Ah d'accord, donc à travers la chorégraphie. À travers la chorégraphie, exactement. On réussit, on va dire, un petit peu à capter tout le contenu et surtout le message donc, de cette pièce. On va le sentir. On va le sentir. Parce qu'elle est touchante. D'après comment tu es en train de décrire, je crois que ça... je pense que le public va vraiment aimer. C'est nouveau, Yacine, dans le domaine du théâtre, où vous avez essayé d'apporter un petit peu de nouveauté dans cette pièce, comparé, on va dire, au théâtre classique qu'on a l'habitude de voir sur les planches. Bon, par rapport à la nouveauté, visuellement parlant, il n'y a pas de nouveauté par rapport aux autres pièces. Mais notre touche dans cette pièce, c'est la façon qu'on a entamé une pièce tragique. Parce qu'à la base, c'est une pièce tragique. C'est une pièce tragique, bien sûr, du moment où nous parlons de torture, où le message est quand même très fort. Lourd. Oui, très lourd. Et on a essayé de mettre en valeur le patrimoine andalou. Donc, par exemple, le Mertiyat, etc., le Noubat, l'Andalus, la Benabli, normalement, si je me souviens bien, il y a 24 Nouba, les autres ils se sont perdus. Donc, on a essayé de toucher la musique andalouse, le Mertiyat, le Qasaïd, etc., de mettre en valeur même les tenues par rapport au décor, etc., la scénographie. Donc tout ça, visuellement, l'image théâtrale peut nous mettre dedans, dans Gharnata. Dans Gharnata. Vous nous faites changer d'époque, donc vous réussissez à nous faire changer d'époque. Le truc que j'allais dire, que pour moi, je considère cette pièce, c'est une thérapie. Parce qu'on a joué avec le mal. La pièce en elle-même, c'est une tragédie. Et c'est pas facile d'apprécier une tragédie. Effectivement, c'est vrai que surtout quand c'est étouffant. Sujet, même pour nous, on a répété pendant une longue durée. À certains moments, on est étouffé de l'atmosphère. Exactement. Mais c'est ça le principe. Une atmosphère pesante. Très étouffante. Très difficile Et on veut mettre le public dans cette angoisse. D'accord. Donc vous le public quand on va voir la pièce, il va sentir l'angoisse de la pièce. Mais c'est voulu, c'est pas parce que le spectacle n'est pas admirable. Au contraire, si on arrive à faire ça comme on le voit, on a gagné. Si vous réussissez donc à transmettre ce sentiment au public, c'est que le pari est gagné. On l'espère, Inch'Allah. Inch'Allah. Dis-moi, Yacine, comment t'es venue? Pourquoi Grenade? Pourquoi cette époque-là de l'histoire? Bon, pourquoi cette époque-là de l'histoire? C'est une époque que nous, les Algériens, ça fait partie de notre patrimoine, le côté andalou et tout ça. Mais nous, en tant que jeunes, de 2023-2024, on a perdu le sens de l'andalou. Côté musical, ou le côté artistique, ou le côté d'histoire, ou l'aura. On a perdu l'aura. Mais nous, en tant que jeunes, on voulait dire à des gens comme nous que n'oubliez pas ce patrimoine. Il y a un patrimoine qu'on est censé le connaître bien. C'est ça le plus important dans notre message. D'accord. Racontez-moi un petit peu brièvement donc, comment ça s'est passé, on va dire l'ambiance. Allez, comment était l'ambiance entre vous? On a commencé au mois de juillet. On n'est pas parti en vacances. Ah d'accord. On a passé le mois de juillet et le mois d'août à écrire, à faire des ateliers de recherche, des ateliers d'écriture. Et c'était à la bibliothèque Mouloud Faraon, là où on est domicilié.
Donc après, on a commencé à faire les répétitions. C'était en premier lieu au centre culturel à Loussendé. Après, on s'est déplacé vers le théâtre national algérien. Et c'était là une opportunité. Nous, autant que jeunes, on n'a pas imaginé que notre premier spectacle, autant une jeune troupe, on va commencer directement dans les planches du théâtre national algérien, un grand comment dirais-je, une grande scène, un grand lieu qui porte des souvenirs, des grands comédiens, des grands comédiens algériens. Exactement. Donc, on remercie M. Yahyaoui Mohamed, le directeur général du Théâtre national, de nous accueillir et de son soutien toute cette longue période. Et il nous a facilité tout ce qu'on... Il nous a mis, comment dirais-je, on s'est senti comme si on était... Il vous a fait confiance. Oui, il nous a fait confiance et ils étaient très contents de... En tout cas, c'est une très très belle, on va dire, initiative déjà. Oui, de sa part, d'encourager les jeunes, etc. Donc, c'était théâtre. Marquant de sa part, on le remercie. Yassine, on rappelle le lieu et la date pour les téléspectateurs qui voudraient venir voir, mais j'espère qu'ils seront nombreux. Inch'Allah, on espère ça. Bon, c'est le 1er février. Donc c'est jeudi, donc jeudi 1er février. Au Théâtre national d'Alger. À 18h. À 18h. Très bien. Donc soyez nombreux. Tout y est. Je suis certain que ça sera un réel succès. J'espère qu'on aura des retours donc, de votre pièce de théâtre. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci Yassine. Et l'émission continue. Je vous propose tout de suite de suivre un sujet de Fili El Hamdi et on revient juste après. Le lac Daya est une mare d'eau qui s'étend sur 8 hectares, remplissant une dépression naturelle située à 1230 mètres d'altitude, sur les monts de la commune de Temesguida, wilaya de Médéa. C'est aussi un lieu de reproduction et de subsistance d'innombrables invertébrés, reptiles, oiseaux et mammifères. Cette zone est devenue depuis quelques années une destination privilégiée des amoureux de la nature pour la beauté de son site, l'existence, la variété floristique, faunistique qui existe et aussi l'existence d'un lac aux eaux pyrènes. Cette diversité a transformé l'endroit en un véritable sanctuaire pour les oiseaux tels que l'aigle royal, le vautour-fauve, la cigogne blanche, le faucon pèlerin, la chouette. Et aussi, c'est une destination pour les oiseaux migrateurs qui viennent des pays froids. La zone Daya est devenue depuis quelques années une destination privilégiée des amoureux de la nature pour la beauté de son site, la variété des espèces faunistiques et floristiques qu'elle recèle. من بين المشاكل التي تعاني بها هذه المنطقة هي التدفق السياحي. نقول التدفق السياحي يعني كل الزوار اللي يأتون المنطقة هذه يتركون المواطن اللاواعي الذي لا يعرف قيمة الطبيعة يترك كل النفايات الصلبة الموجودة هنا وكذلك يعني كاين بعض التلوثات اللي بعض السلوكات الغير يعني السلوكات السلبية تجاه هذه المنطقة. La zone de lac Daya subit de fortes agressions par les déchets des visiteurs. Pour cela, l'Association de l'environnement et du milieu vert de Médéa a organisé une campagne de nettoyage et de sensibilisation. L'Association de l'environnement et du milieu vert est une association locale basée à Médéa, créée en 1993, dont leur but principal est de promouvoir la culture écologique dans la société. Parmi nos missions aussi, c'est la protection des sites naturels. Comme ce lac ici, c'est le lac de Daya, perché à 1230 mètres d'altitude sur les monts de Temesguida. On a aussi participé à l'élaboration des projets par plusieurs bailleurs de fonds, parmi eux qui sont locaux, nationaux et aussi mondiaux. Le dernier projet, c'était dans ce site-là, pour les protéger contre les incendies, contre le tourisme de pression, par une série
des campagnes de surveillance anti-incendie dans la période estivale. هذا انا ما نعرفش عليه بزاف مي كوم جان ايتوديون كيما تقرا سمانه كومبلي وتاعيا وكذا تجي تجوز فيه ان جورني مع صحابك كذا تديفو لي شويه. عجبنا الحاج لا بروميير فوا نجو مي سي بو صدق ان شاء الله نعاودو نولو ان شاء الله نعاودو نولو ماذا بينا ينقوا موراهم فوالا ما يخلوش لي زوردور هكايا بلاصه شابه كيما هذه ما تخسرش كامل. L'action envisagée par cette association tend à impliquer et réunir au travers des activités proposées les résultats de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation environnementale en direction de la population locale. C'était un sujet de Fariel Hamdi et tout de suite Yazid Aït Mahieddin est là avec nous ce matin. Bonjour Yazid. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Bien. Tout en couleur. Tout en couleur. Toi aussi, hein, on est du même temps. Voilà, on doit quand même. Je suis en train d'amener le printemps petit à petit avec mes fleurs. Il s'est installé, hein. Il est là. Justement, c'est pour ça qu'on est en train de suivre. Comment vas-tu Yazid? Ça va. Eh bien, en parlant de cette région de Médéa, la région de Temsguida. Temsguida, ça veut dire mosquée. Hein. Mosquée, Temsguida. Temsguida en Temazigh, c'est mosquée. Très bien. Et en fait, récemment, dans la région de Achir, qui est l'une des régions les plus authentiques de tout cet espace du Tétri, il y a eu beaucoup de pièces archéologiques qui ont été découvertes. En fait, il y a de plus en plus de pièces, même du côté de Boumerdès aussi, pas loin de Zemouri exactement. Il y a eu beaucoup de pièces, de plus en plus de richesses datant de la période médiévale, de la période latine, etc. On trouve pas mal de pièces de plus en plus, même récemment du côté de l'Ouersnis aussi, côté de Chlef également. Il y a pas mal de pièces. Donc, pour dire que l'Algérie est un pays, il y a une richesse historique vraiment indéniable. C'est voir de toutes les périodes, depuis l'Antiquité, depuis le Néolithique jusqu'au... J'ai parlé la dernière fois de ce grand musée de Ensfra des dinosaures. Effectivement, oui, on en a parlé. Un musée dédié au Jurassique, donc à cette période lointaine. Pour les passionnés de cette époque-là, et il y en a beaucoup. Oui, grâce à l'époque, à l'Institut de Boumerdès, l'Institut de recherche de Boumerdès, donc la Sonatrach, qui était là à financer et à superviser tout ce process pour classer aujourd'hui ce musée qui dépend de l'Atlas saharien en fait. Yazid, donc qui dit découverte dit pièces rares et qui dit pièces rares dit musée. Oui, aujourd'hui il y a de plus en plus d'opportunités pour lancer des institutions muséales dédiées à notre richesse et à notre histoire, à toute cette richesse historique qui existe, soit à la Casbah d'Alger, un peu partout, j'allais dire partout, à Boumerdès aussi. Nous avons des richesses du côté de Zemouri, du côté de... Partout, il y a des musées. D'ailleurs, quand on parle de Yisser, par exemple, il y a aussi beaucoup de richesses archéologiques, etc. Et puis, à Bourj el-Bahri, nous avons le fameux fort de Temendfous, c'est très connu. Et si on parle de Boumerdès, c'est parce qu'on reçoit notre star. Tu voulais introduire la mer en parlant du phare? Ben oui, Lydia, c'est une... Ben oui, on n'en a pas deux, hein. Non. Bonjour Lydia, bonjour. Ravi de te recevoir ce matin. Merci pour votre invitation. On est vraiment heureux de te recevoir ce matin. Donc, un sport assez particulier. Oui. Oui, pas très commun. Non. Voilà, donc l'élément principal, c'est le sable. Le sable et la mer. Le sable et la mer aussi, obligatoirement? Oui, d'accord. Indissociable. Parce qu'on pratique dans la mer. D'accord. Voilà. Donc vous faites partie de l'équipe nationale, donc de beach tennis. De beach tennis, voilà. Exactement. Parlez-nous un petit peu on va dire de vos derniers exploits. Quelle a été votre dernière compétition
ou Je pense que c'était vendredi dernier. D'accord, donc c'est pas si loin que ça. Oui, donc la dernière que j'ai faite, c'était ce vendredi. Donc j'avais fait une compétition de paddle que je pratique depuis 2016. Et alhamdoulilah, j'ai gardé ma première place. D'accord. Voilà, pour la 3e fois, j'ai gardé ma place. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette discipline, sur le beach tennis? Alors, le beach tennis, c'est un sport qui est accessible à tout le monde. C'est un sport très convivial, familial. Ça se joue 2 contre 2, et avec des raquettes et des balles, bien sûr. Et un filet qui est haut. Un peu plus haut que le tennis conventionnel. C'est comme le beach volley. Très bien. Sauf que le beach volley, c'est 2,30 m et le beach tennis, c'est 1,80 m de hauteur. Très bien. Voilà. Très bien. La difficulté est, on va dire, un peu plus accentuée, puisqu'on est dans le sable. Ça reste quand même oui, ça reste oui, mais instable. ça se joue 2 contre 2 aussi. D'accord. Donc ça va, on a de l'aide à côté. Mais il faut être vraiment athlétique, oui. j'imagine, hein, que ce soit souplesse, rapidité, Oui, il y a tout ça, tous ces Mais éléments qui moi, doivent être... ce qui est vraiment phénoménal, c'est savoir se tenir sur l'eau. C'est par rapport au Le paddle, Voilà. le paddle, oui, voilà, oui. parce que je pratique 2 disciplines différentes. Je pratique le Rappelle-nous, paddle. c'est quoi un petit peu le paddle? Alors, le paddle, déjà, c'est un sport nautique qui se pratique sur la mer. Donc, on a une planche et une pagaie. D'accord. Et Donc, on est debout sur la On planche. se met sur la planche, debout, avec la pagaie et on rame. D'accord. Voilà. Donc, au Grand Bleu, on avait fait plusieurs événements. Mais le dernier événement, c'était un peu différent. Parce que d'habitude, on fait sur la distance. Donc, d'habitude, on fait sur 3 à 5 km. Donc, pour les femmes, c'est toujours moins que les hommes. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus une technique race, c'est-à-dire non seulement on devait être rapide, et il y avait des difficultés avec des bouées. Donc la distance était moindre, mais la difficulté était sur les virages des bouées. Et par rapport au vent, est-ce que le vent est un facteur déterminant dans ce sport ou Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, par exemple, si la mer est trop agitée, la compétition est repoussée? Est-ce que quand la mer est déchaînée? Ça dépend le degré. Si c'est des petites vagues, on peut le faire. Si c'est des grandes vagues, non, ça ne dépend. sera pas possible. Non, ça ne sera pas possible. D'accord. Depuis combien d'années donc, vous pratiquez ce Donc sport? moi, j'ai connu cette discipline au Grand Bleu en 2016. Donc j'ai commencé comme un sport de loisir. Et en 2019, je suis partie en France. J'ai fait une compétition en France. Donc je suis partie pour voir mes capacités par rapport à l'étranger. Donc, alhamdoulilah, mes objectifs, je les ai atteints. Et je participe toujours aux événements qui se font en Algérie. Surtout avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Boumerdès, je pense que c'est des graines de stars en fait, qui sont en train de naître et par rapport à ces sports comme le paddle, comme le beach tennis et d'autres sports aussi. C'est vraiment, il y a de plus en plus de... C'est des sports en vogue, sports de plage, absolument, oui. absolument. Oui. Et alors la participation féminine, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'elle augmente d'année en année? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ou de jeunes femmes? Je pense qu'il y en a plus, oui. Je pense qu'il y en a plus, mais on devrait développer encore plus. Moi, je pense que les sports de plage en général, parce qu'il y a les sports nautiques et les sports de plage, on devrait les développer encore plus en Algérie, puisqu'on a 1600 km de côte. Donc, il faut ouvrir des associations et développer ce genre de sport. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur ce sport, sur la technique? Qu'est-ce qu'il faut avoir exactement, par exemple, pour le paddle? Quelles sont les capacités nécessaires pour pouvoir pratiquer ce sport? Alors, la première capacité, c'est avoir l'équilibre. Voilà, c'est avoir l'équilibre. S'il y a des vagues où là, on ne tombe pas, parce qu'on a l'équilibre. Avoir un dos solide, c'est-à-dire un dos vraiment solide, parce qu'on se penche. Très bien. Moi, par exemple, j'ai toujours le dos bloqué. À chaque fois que je commence, j'ai trop mal au dos. Donc, c'est ma volonté qui me fait finir le parcours. Mais le dos, c'est... Il y a une endurance, il y a une force de résistance. Exactement. Et le cardio. Il faut avoir du cardio. Donc, il faut, bien entendu, j'imagine que vous vous entraînez pendant toute l'année en salle pour pouvoir maintenir cette musculation, En salle, non, pas obligatoirement. vraiment, non. Donc, toujours Généralement, c'est en plein air. Je m'entraîne en plein air. Donc, c'est quel exercice qu'il faut faire le plus? Bon, moi, je m'entraîne globalement, c'est-à-dire
je fais des fentes, je fais un peu les bras. C'est en général. D'accord, d'accord. Et on va revenir toujours à la participation féminine. Est-ce que on va dire que les jeunes filles donc s'intéressent à ce sport? Est-ce qu'il y a, on va dire, une génération montante qui arrive, puisque vous êtes dans le domaine, vous êtes souvent, on va dire, près de la mer? Je dirais que c'est pas encore très développé parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs et généralement il n'y a pas beaucoup de gens. Peut-être parce que c'est un peu encore méconnu. En fait, pendant la période estivale, il y a quand même toute une floraison de clubs et de jeunes qui essayent de s'intéresser à ce sport. Et je pense que l'année dernière, dans l'émission Brise d'été, justement, on a essayé en fait d'ouvrir un peu sur d'inviter les femmes et les hommes à s'intéresser à ce sport. Justement, et c'est grâce à elle d'ailleurs, elle nous a fait une publicité pour ce sport, pour permettre aux filles de venir s'inscrire et de s'intéresser à ce sport. On a eu même des championnes qui avaient traversé la baie d'Alger, si tu te souviens. Oui, dans l'aviron, dans les sports nautiques, etc. Non, vraiment, il faut développer ce genre de sport en Algérie. Moi, je suis pour le développement. Alors, quel est le bienfait de ce sport? Chaque sport a, on va dire, un bienfait spécifique, mais être comme ça au contact de l'eau, c'est réellement de la résistance, c'est cardio. Déjà, c'est du cardio. Voilà, c'est du cardio. Déjà, même par rapport moralement, on est bien. N'importe quel sport qu'on pratique, c'est bien pour le moral. Mais là, c'est un plus. On a l'air marin. Voilà, on a l'air marin. Voilà. On a le contact de l'eau, quel que soit X. L'eau a des bienfaits insoupçonnés sur le corps. Oui. Donc tout ça fait que c'est une discipline que vous appréciez. C'est agréable aussi d'être toute l'année dans l'eau. Des fois, on nage en février et sans combinaison. Moi, par exemple, vendredi... Ça te dirait, toi, Yazid, de nager en février? Moi, je suis assez frileuse. Moi, j'ai nagé vendredi passé. J'ai nagé sans combinaison. Sans combinaison. Et l'eau n'était pas très froide? Un peu. Avec un peu de l'huile d'olive, je pense. Ah oui, il n'y a pas le soleil pour te réchauffer. On va dire que c'est la cryothérapie, en quelque sorte. C'est une cryothérapie. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais, c'est là où je voulais en venir, c'est être déjà en plein air, avoir les embruns marins, avoir la mer, le bon air, tout ça fait que quand même ça reste une discipline. Être un être insulaire, en fait. Exactement. Voilà. Non, c'est bon pour la santé. Très bien. Très, très bien pour la santé. Moi, à chaque fois que je nage en hiver, je ne tombe jamais malade. D'accord. On va essayer de le faire. On a trouvé le remède. Donc, week-end prochain. D'accord. C'est vrai qu'on a des idées reçues. On se dit non, il ne faut pas se baigner. Moi, personnellement, j'aimais bien laisser mes enfants quand j'allais pas au mois de février, j'allais au mois de mars quand il y avait de belles journées. Donc en short, les laisser même se mouiller les pieds et tout, c'est pas pour autant qu'elles prenaient froid. Absolument pas, c'est un peu des idées reçues qu'on a. Non, mais ce vendredi, il a fait 23 degrés. Oui, c'est vrai que chaud. Il a fait extrêmement chaud. Il a fait chaud, donc... Alors les objectifs, quels sont tes objectifs? Quels sont, on va dire, vos projets? Par rapport au paddle? Oui, par rapport au paddle, par rapport au beach tennis. Je continue à faire déjà comme un loisir, déjà, parce qu'il faut aimer la discipline. Et pourquoi pas s'entraîner pour pouvoir repartir à l'étranger et faire des compétitions à l'étranger, parce qu'en Algérie, ce n'est pas un sport qui est reconnu. Et qu'on espère d'ailleurs qu'ils vont le reconnaître. Inch'Allah. Donc, depuis 2016, on essaie. Il y a beaucoup de disciplines qui sont en train de rentrer comme ça petit à petit. Oui, il y a des fédérations. Les fédérations font tout ce qu'il faut, puisque là en ce moment on a eu un champion donc au niveau au ski, donc pour les fleurs, pour les sports d'hiver. Oui. Donc quand même il a eu la 41e place sur 80. C'est pas mal. Voilà, ce sont des disciplines. On parle de ski, on se dit peut-être. Le kitesurf aussi. Je pense qu'il a été actuellement. Il y a une fédération de kitesurf actuellement. Oui, ils font des compétitions à Zmouri, ils font des compétitions de kite. Ouais. Ça commence à se développer. Voilà. Mais tous les sports nautiques doivent se développer en Algérie. Parce que même on est une génération de jeunes. Justement. Normalement, on doit avoir des champions dans toutes les disciplines. Et en plus, toutes les capacités sont là. Franchement, le talent est là. Oui, la motivation, l'ambition, il y a tout. Même le climat.